Salut, c'est Sylvain du podcast. Au fait, c'est quoi? Vous connaissez notre podcast, vous connaissez notre amour de vous faire découvrir des choses. Et aujourd'hui, si je vous parle de Commission nationale de l'informatique et des libertés, dit comme ça vend peut-être pas du rêve. Je vous avoue en toute honnêteté que c'est pas le sujet que je connaissais le mieux. Donc je me suis dit, Thierry, lui va nous faire vivre ça de main de maître. Donc au fait, Thierry, c'est quoi la CNIL? Salut Sylvain, salut tout le monde. Alors c'est bien parce que maintenant tu donnes les réponses directement dans l'introduction en fait. Ouais, ouais, parce que c'est un petit peu mon côté rebelle. J'essaye d'improviser. Donc effectivement, la CNIL, donc comme tu l'as dit, hein, au niveau de l'acronyme, donc c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. En fait, vous la connaissez tous et toutes, pas forcément sur ce nom-là, mais en fait, vous la subissez, ou je dirais même plutôt, vous en profitez, vous allez voir pourquoi est-ce que je dis ça, de manière très régulière, pour pas dire tous les jours. En fait, d'un point de vue purement définition, c'est une autorité administrative indépendante, c'est important, française, c'est pas européen, hein, c'est propre à la France, qui est en fait simplement le régulateur des données personnelles en France. Donc, quand on parle de données personnelles, c'est ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ta photo, voilà, tout ce qui permet de t'identifier. Et sa mission principale, c'est de veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen. J'ai souvent tendance à dire, et non pas l'inverse, hein. Faut pas oublier qu'on Ouais, a créé les machines et l'informatique pour nous rendre service. Donc, c'est pour exactement. ça qu'on dit que l'informatique doit être au service du citoyen et que dans ce cas-là, ça ne doit porter atteinte ni à l'identité humaine, ni aux droits de l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. Mais moi, je sais que dans le cadre de mon travail, on en parle beaucoup, hein, de la CNIL, justement du respect de l'identité humaine, droits de l'homme, vie privée. C'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant, c'est quelque chose que l'on doit appliquer. Mais je t'avoue que dans le fond, c'est vrai que même si je connais la base, je connais pas forcément dans le détail et je ne savais même pas que ça allait si loin que ce que tu viens de nous dire. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous résumer ses principales missions? Ah, absolument. Et du coup, bah, ça va être plus clair pour toi et pour nos auditeurs. Euh, Ses principales missions sont donc d'informer et de protéger les droits des particuliers, et on parle bien des particuliers, hein, pas des entreprises, c'est important, concernant leurs données personnelles, donc aussi bien le droit d'accès que de rectification que d'opposition. Elle a également comme mission d'accompagner et de conseiller les professionnels, donc les entreprises, les administrations, pour qu'ils se mettent en conformité avec la réglementation, parce que c'est pas tout de dire vous n'avez pas le droit de stocker ou d'utiliser telle ou telle donnée, mais c'est pas un tribunal. Donc l'objectif, c'est aussi de faire une opération de conseil. D'accord. Du coup, dans la même idée, c'est également d'anticiper et d'innover en participant au débat public sur les enjeux éthiques des données et du numérique. On y reviendra un petit peu plus tard. Ouais. Et à la dernière étape, j'ai envie de dire malheureusement, mais La sanction, je bien, présume, parce que ça, pour le coup, nous, on nous en avait parlé dans le cadre du travail, en disant, attention, si vous ne respectez pas la loi, cette loi informatique, ben, il y a des risques pécuniers. exactement, c'est exactement ça. Parce que c'est donc il y a la notion de conseil, mais derrière, comme on disait, ça a quand même autorité. Donc si c'est pas respecté, elle a un droit de condamnation et donc d'amende, etc., et qui a évolué au fur et à mesure du temps. D'accord. Et là, on en parle de plus en plus, la CNIL. Moi, je sais que ça fait quelques années, bah, pour moi en tout cas, que j'en ai vraiment conscience et qu'on m'en parle. Comment est née la CNIL? Est-ce que tu peux nous faire un petit historique? Oui, et en fait, alors moi, je connaissais la CNIL par mon boulot, mais avant ça, je me souviens même à l'époque, pour tout dire, mes parents prenaient le magazine télé Téléstar et avaient possibilité de commander, je me souviens plus, des bouquins ou un truc comme ça, je me souviens plus dans le détail. Et tu avais déjà le petit paragraphe qui disait en conformité avec la CNIL, vous avez un droit de rétractation, etc. Donc c'est ancien parce que j'étais gamin. Et en fait,
C'est encore plus ancien que ce que je pensais, puisque la CNIL, elle est née en fait à une réponse à la prise de conscience des dangers potentiels du fichage informatique généralisé pour les libertés individuelles. Et en fait, ça a commencé par l'affaire Safari qui date de 1974. Est-ce que ça te D'accord. parle? Pas du tout. Pas du Ça tout. parle. Je ne connaissais pas ce fichier. Je ne connaissais pas l'acronyme. Je connais éventuellement le navigateur Internet d'une célèbre marque à la pomme, mais c'est tout. Là, ça ne me parle pas. C'est ce que j'allais dire, effectivement, et ça n'a rien à voir avec le navigateur. En fait, donc, il y avait un projet du ministère de l'Intérieur. À nouveau, on parle de 1974, hein, donc pour se projeter, on est à un peu plus de 50 ans au moment où on diffuse l'épisode. En fait, le ministère de l'Intérieur avait un objectif donc s'appelait Safari, donc Safari pour système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus. Voilà, Mm. je mets 2 secondes pour vous faire avaler cet acronyme. Allez, on passe à autre chose. Ça c'est C'est fait, bon, on s'endort. c'est ça. Et l'objectif, en fait, était de centraliser un grand nombre de fichiers administratifs liés à l'état civil, à la sécurité sociale, aux impôts, et en utilisant, ben tiens, un truc dont on a déjà parlé dans un épisode, le numéro de sécurité sociale comme identifiant unique pour chaque citoyen. Alors, Et ouais, numéro de sécurité sociale, on en a parlé dans l'épisode 120. Il y aura oui. comme d'habitude le lien dans les notes de l'épisode. Mais donc, c'est le fameux numéro de sécu, hein, comme on l'appelle familièrement. Et donc, c'était de dire, on prend ce numéro pour identifier quelqu'un et grâce à ça, on va pouvoir faire un lien vers les différents points qui ont été adressés, donc les impôts, l'état civil, etc. Et sans grande surprise maintenant, mais à l'époque, je pense que les gouvernements ne pensaient pas atteindre ce genre de réaction, c'est que du coup, en mars 1974, il y a le journal Le Monde qui publie un article retentissant intitulé Safari ou la chasse aux Français, qui révèle l'existence et les risques de ce projet. Et sans surprise, ça a généré un tollé, c'est que cette révélation, ça a créé évidemment beaucoup de mouvements de l'opinion publique. Et Ouais, en bien sûr. fait, et alors, bien sûr, je me rendais pas compte, mais du coup, surtout, ça ravivait la crainte d'un contrôle étatique excessif et d'un fichage des citoyens. Alors, dit comme ça, aujourd'hui, on se dit, oui, oui, c'est quand même pas terrible. Mais surtout, d'autant plus que le souvenir de l'utilisation des fichiers sous l'occupation allemande était encore vif. On était moins de 30 ans après Ouais, l'occupation allemande. ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui avaient encore connu cette période-là, ce qui est de moins en moins le cas maintenant. Donc c'est vrai que le sujet était quand même beaucoup plus sensible. Enfin, il l'est toujours, mais il l'était d'autant plus à ce moment-là. Donc il y C'était a eu un, un tollé. Concrètement, ça ravive ça. Et donc ils se sont dit, là, il y a une réaction politique, obligatoirement, par rapport à ce tollé. Exactement. Et du coup, face à l'ampleur de la polémique, le Premier ministre de l'époque, donc Pierre Messmer, Ce qui est drôle quand même, excuse-moi de te couper, mais Pierre vas-y, Mesmer, c'est quand même le nom anglais d'un illusionniste. absolument. Donc, c'est quand même de dire, on essaye de vous faire passer une loi pour la liberté et tout ça. C'est Pierre Mesmer qui s'en occupe, excuse-moi. Mais ça, J'avais pas fait le lien, mais effectivement. autant pour moi, ça m'a fait rire. Non, non, Revenons, voilà. revenons dans le Et, vif du sujet. et pour redonner un peu de contexte, 74, donc c'était l'année d'élection de Valéry Giscard d'Estaing. Donc pour les plus jeunes, je vous invite à regarder sur Internet parce que si vous connaissez par les enfants de la télé avec le fameux message au revoir. Au Mais bon, revoir, ouais, exactement. c'est pas le sujet. Mais donc en tout cas, et blague à part, face à l'ampleur de la polémique, il a été contraint d'interrompre donc le projet Safari comme malheureusement ça arrivait dans plein de cas de textes où c'est l'affront du peuple qui fait qu'on se dit on va arrêter. Et surtout, et ça je trouve ça intéressant, il crée ensuite une commission informatique et liberté, donc dite commission Tricot à l'époque, du nom de son président Ok. chargé de proposer un cadre juridique pour l'utilisation de l'informatique afin de garantir les libertés publiques. Ce, ce que je trouve intéressant, c'est que donc en 1974, relativement début de l'informatique, on est loin d'Internet, etc., on arrive déjà à ces problématiques. Et puis là, on dirait un article du Gorafi, quoi. C'est le président. Enfin, c'est vraiment Pierre Mesmer et ça s'appelle Tricot, ce qui est le moins informatique du monde, quoi, le tricot. Donc c'est quand À même. l'époque, Oui. Ah, c'était pas mal. Donc là, globalement, effectivement, il y a donc la commission Tricot. Donc, et ce qu'il y a après derrière la loi, le vote, la création de la CNIL?
Voilà, donc très rapidement, en fait, les travaux de cette commission ont abouti au vote de la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978. Je le cite parce qu'en fait, c'est ce que vous voyez dans les documents officiels, donc relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Et donc, c'est cette loi fondatrice qui a non seulement posé le principe selon lequel l'informatique doit être au service de chaque citoyen, comme je disais, en fait, c'est l'article premier, mais qui a également institué l'organe chargé de veiller à son application, en l'occurrence la CNIL. Ok. Et donc derrière, ça c'était quand même il y a une cinquantaine d'années, il y a eu une évolution. On en parle peut-être de plus en plus et d'une manière un peu différente. Est-ce que tu peux nous rappeler ces différentes évolutions, s'il y en a, bien sûr? Alors il y en a plein, et c'est pour ça que je vais résumer ça, et je vous inviterai ensuite, si vous souhaitez, les auditeurs, en savoir plus, de nous rejoindre sur notre serveur Discord pour nous le dire, parce que sinon, si je rentre dans les détails, ça va être beaucoup trop long. Donc très rapidement, initialement, la CNIL avait donc pour mission principale de veiller à ce que les fichiers informatiques de l'État et des entreprises ne portent pas atteinte aux libertés, comme on l'a dit. Du coup, au niveau de ces rôles et des évolutions, il y a eu un rôle d'autorisation de déclaration. Donc, historiquement, tout traitement de données personnelles devait faire l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL. Donc, les Ok. normes simplifiées, déclaration normale, etc. Et pour certains traitements sensibles, comme les données de santé ou les interconnexions de fichiers, une autorisation préalable était nécessaire. Je prends un exemple tout bête, mais ça serait de dire, par exemple, des services comme Doctolib. Eh ben, avant de pouvoir mettre à disposition cette application, étant donné qu'ils stockent des données, ils étaient obligés de faire une déclaration à la CNIL, qui ensuite dit je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Ok. D'accord. Ensuite, du coup, il y a le pouvoir de contrôle et d'enquête. Donc, la CNIL a disposé déjà de la possibilité d'effectuer des contrôles sur place pour vérifier la conformité des traitements. Et puis, on l'a dit, donc les pouvoirs de sanction, mais ils étaient limités à l'époque, puisque ces pouvoirs étaient présents, mais avec une portée beaucoup plus réduite que ce que c'est aujourd'hui. Et elle pouvait prononcer des avertissements, des mises en demeure et des amendes administratives, mais les montants étaient faibles par rapport aux enjeux économiques actuels. J'ai vu passer des articles où ça disait c'était de l'ordre de 10 000 euros, ce qui forcément aujourd'hui t'annonce 10 000 euros d'amende. Il y a quelques entreprises que ça fait simplement rire. Oui, il n'y a pas d'effet dissuasif au final. À la limite, c'est plus de dire on a plus à gagner de ne pas le faire, même si on se prend une amende, plutôt que de respecter. Donc, à un moment, il faut effectivement que ça soit mis de manière à ce que ça puisse avoir un côté dissuasif ou au moins de respecter la loi le plus possible. En fait, tu parles comme une personne de 2025 et je suis entièrement d'accord avec toi, sauf qu'il faut bien se rendre compte qu'au départ, c'était de dire, attention, si vous respectez pas, on vous met une amende, ce qui était déjà exceptionnel en tant que tel. Et puis Oui, après, c'est rentré dans les mœurs. c'est vrai que nous, on a l'habitude maintenant, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était quand même quelque chose. Et puis, les sommes, 10 000 euros de l'époque, c'était pas forcément 10 000 euros maintenant. Mais c'est vrai que, en tout cas, petit à petit, ça s'est développé. Mais là, ils ont dû, à mon avis, comme tu le dis, malgré tout, c'était peut-être mal faible. Est-ce qu'ils ont fait un renforcement des sanctions? En fait, ce qui s'est surtout passé, c'est que, et ça on rentre dans un autre domaine où, comme je disais, je rentrerai pas dans le détail, mais je peux pas ne pas en parler, c'est le fameux RGPD, que tu as certainement aussi entendu parler dans le cadre de ton travail. Oui, Donc le RGPD pour le Règlement général sur la protection des données. Donc qui là a été en fait une loi européenne. Et donc l'adoption du RGPD, ça a été la révolution qui a transformé la CNIL, qu'on peut voir quelque part comme l'espèce d'entité locale par rapport à l'entité européenne. Et donc ça a été c'est devenu en fait une véritable autorité de régulation avec des pouvoirs beaucoup plus étendus et une dimension, comme on disait, du coup, européenne. Du coup, il y a eu des montants records. La CNIL peut désormais prononcer des amendes administratives pouvant atteindre 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial annuel total de l'exercice précédent. oui. Donc autant dire que là, tout de suite, on discute moins. Quand on a 4% du chiffre d'affaires, on ne parle Ouais, pas, je ne veux pas faire un cours d'économie, mais on ne parle pas des bénéfices, on parle du chiffre d'affaires, ce qui rentre. ça fait très très peur, hein. Là, pour les sociétés, ça peut faire très très mal. Donc, il y a tout intérêt à respecter. Et ça peut même monter à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires
mondial annuel total pour les manquements moins graves. Donc il y a des niveaux, mais on arrive à des sommes qui sont assez colossales. Et puis du coup, il y a aussi un contrôle transnational, c'est-à-dire que grâce au mécanisme du guichet unique européen, la CNIL, en tant qu'autorité principale pour les entreprises établies en France, peut instruire et sanctionner des affaires à portée européenne. L'exemple typique étant évidemment les géants du numérique. Et je donnerai un exemple dans le cadre des anecdotes. Du coup, il y a eu aussi une évolution de ce rôle. Donc, on est passé de la simple déclaration à la responsabilité, puisque du coup, le RGPD a supprimé l'obligation de la majorité des formalités de déclaration préalable, comme on parlait en avant, comme on parlait précédemment. Donc, du coup, en contrepartie, la CNIL a renforcé ses pouvoirs de contrôle a posteriori. Donc, comme je disais, avant, il fallait déclarer d'abord qu'on allait faire quelque chose. Ça a été enlevé. Tu Ok. fais entre guillemets ce que tu fais, mais par contre, tu prends cher, si je peux me permettre d'être familier, tu prends cher si tu respectes pas les règles. Et les conséquences du coup, c'est qu'il y a une notion maintenant de responsabilité, c'est-à-dire que le professionnel qui gère donc les données est devenu responsable de la conformité de ces traitements et le rôle de la CNIL, il est passé du coup de la vérification a priori à l'accompagnement des organismes, donc évidemment avec des guides, des outils, etc., et le contrôle du coup des respects des obligations avec enregistrement des traitements, études d'impact, etc. Et enfin, il y a un pouvoir d'injonction. Elle peut désormais ordonner la limitation temporaire ou définitive d'un traitement ou carrément l'effacement des données, chose comme on a dit qui n'existait pas au départ. Ouais, c'est ça. Et nous, en tout cas, dans le cadre de mon travail, on a vraiment été formés pour ça. On a des équipes spécifiques pour tout ce qui est justement effacement, droit, contrôle des données. Enfin, c'est vraiment extrêmement poussé. C'est là où on parle aussi, par exemple, du droit à l'oubli, quand on Et, résilie ouais, un contrat, pour prendre des choses très, très concrètes, on a la possibilité, alors il y a des délais légaux obligatoires, mais à un moment donné, on a le droit par le biais de la CNIL et du RGPD d'appliquer le droit à l'oubli, et ça s'applique en particulier pour les parties numériques. ouais, exactement. Et puis donc forcément pour finir, et c'est lié un peu à tout ce que tu disais, c'est des contrôles accrus, en particulier pour les sous-traitants. Et là, je suis bien placé, ayant travaillé et travaillant toujours pour des sociétés de sous-traitance, c'est que le RGPD a clairement défini les obligations des sous-traitants, donc les prestataires informatiques, les hébergeurs, etc., et à donner à la CNIL le pouvoir de les contrôler directement, parce qu'on ne peut pas juste dire tu as une société X qui traite les données, mais forcément, il y a une gestion avec les sous-traitants où on accède aussi à des données. J'ai eu encore des discussions comme ça il y a peu de jours avec un collègue où il y avait un travail sur des données de RH. Et où j'ai dit, je suis étonné qu'on ait l'accès parce qu'on avait accès à des données qui, de mon point de vue, étaient particulièrement confidentielles alors qu'on n'était pas employé de la société. Donc, je rentre évidemment pas dans le détail de ces données, Ouais. mais il peut y avoir plein de choses. Et puis le dernier point, c'est les contrôles en ligne. La CNIL elle a adapté ses méthodes de contrôle aux réalités du numérique, évidemment, avec notamment pour vérifier la conformité des mécanismes de recueil de consentement. On pense à des choses comme les cookies. On pourrait parler des cookies pendant des dizaines de minutes avec la RGPD. C'est pas le sujet, mais en deux mots, c'est le pop-up d'acceptation ou de refus des cookies. C'est arrivé par le biais du RGPD. Exactement. On pourrait, si d'ailleurs nos auditeurs sont intéressés par la suite pour un épisode sera plus sur RGPD, utilisation des cookies, faites-nous le savoir. Hein, ce sera avec plaisir avec Thierry qu'on puisse vous préparer cet épisode-là. Écoute, merci Thierry. Est-ce que tu as d'autres éléments à nous communiquer avant de passer à la rubrique légendaire que tout le monde attend, les rubriques de l'anecdote, les anecdotes de Thierry? Alors non, j'ai rien d'autre à donner. Effectivement, les anecdotes, en l'occurrence, là, ce sera une anecdote qui est en fait, souvent les anecdotes, on prend des choses un petit peu rigolotes, etc. Là, c'est plus un cas concret qui permet justement de comprendre un peu tout ce qu'on vient d'expliquer, parce que j'ai un peu l'impression d'être un prof dans un amphi et j'espère que personne n'est en train de ronfler. Euh, et l'exemple que j'ai trouvé, qui je trouvais très parlant, c'est l'affaire Google Street View, qui date quand même de 2011. Ok. Donc,
Pour rappel déjà, Google Street View, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est on va dire, la fonctionnalité à la technologie qui permet depuis Google Maps d'avoir une vue qu'on appelle Street View, c'est-à-dire au lieu de simplement voir une carte, on peut voir vraiment les rues et donc naviguer. Aujourd'hui, on parlerait de réalité augmentée ou ce genre de choses. Donc au niveau des faits, je te demande pas Sylvain si tu connais, j'imagine que forcément tu connais Google Street View. Je connais. Donc, Voilà. 2011, il y a eu un problème, en gros. Exactement, parce qu'en fait, donc au niveau des faits, c'est qu'entre 2007 et 2010, les voitures donc de Google Street View, parce que c'est des voitures qui circulent avec des caméras et qui prennent les clichés, donc tout en photographiant les rues pour créer donc leur service de cartographie, elles ont secrètement collecté et stocké des données personnelles non chiffrées, comme des emails, des mots de passe, des historiques de navigation. Et en fait, alors on peut se dire, mais comment est-ce qu'ils faisaient pour récupérer ça? Mais en fait, c'était transmis par des réseaux Wi-Fi qui n'étaient pas sécurisés des particuliers français. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'osent pas mettre un code Wi-Fi parce qu'en gros, c'est chiant. Mmh. Ce qui fait que n'importe qui peut se connecter. Ben oui, mais eux, du coup, pour des raisons qu'on ne connaît pas et je veux pas savoir, se disaient, ben, on va se connecter à ces réseaux Wi-Fi. Je dirais certainement, ne serait-ce pour réduire la quantité de données mobiles utilisées. Sauf que Ouais. du coup, en se connectant, ben, forcément, ils chopaient plein d'infos. D'accord. Et donc ça a fait scandale. Et on sait ce qui s'est passé derrière? Ils ont eu une amende ou quelque chose? Bah, du coup, vous l'aurez deviné, il y a eu l'intervention de la CNIL. Donc la CNIL a ouvert une enquête et a considéré que cette collecte était une arnaque grave à la loi française sur la protection des données. Ok. Et du coup, en 2011, donc il y a quasiment 15 ans, la CNIL a, non pas proposé, mais prononcé une amende de 100 000 euros à l'encontre de Google. À l'époque, bah, c'était la sanction maximale qu'elle pouvait imposer, donc avant le RGPD, hein, comme on a expliqué précédemment. Et si aujourd'hui le montant il peut paraître effectivement faible aujourd'hui, il Ouais. s'agissait de l'une des premières et plus lourdes sanctions publiques jamais infligées à Google par une autorité de protection des données dans le monde. Et donc ça a marqué l'entrée de la CNIL dans le combat contre les géants du numérique. L'objectif n'est pas ensuite de critiquer Google ou quoi que ce soit, hein, vous le connaissez, c'est de donner des faits. Mais Mm. donc déjà en 2011, par le biais de la CNIL, on arrivait à ces problématiques-là qu'on connaît malheureusement aujourd'hui tous les jours et qui, là par contre, c'est un vie perso, je pense qu'il est assez partagé, où grâce à l'Europe et le RGPD, il y a ces protections avec un effet secondaire qui est que, et on le voit beaucoup sur tout ce qui est IA aujourd'hui, il y a des fonctionnalités annoncées par les grands fournisseurs d'IA qui ne sont pas encore disponibles en Europe, mais c'est principalement pour justement contrôler ça et finalement assurer la sécurité des utilisateurs et ne pas se faire piquer de données comme ça peut arriver dans le cas présent. Exactement. Ok, bah écoute, anecdote très intéressante parce qu'on voit effectivement que ça a marqué l'entrée des sanctions. Il y avait fort côté symbolique, en tout cas. Merci Thierry. Est-ce que tu as d'autres anecdotes ou est-ce qu'on peut passer, comme d'habitude, au générique et à nos différentes infos complémentaires? Eh ben non, on peut passer au générique. C'est Sylvain du podcast Au fait, c'est quoi? Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vais vous parler de X, anciennement Twitter. Vous connaissez, c'est géré de main de maître par Thierry, qui vous parle de différents anciens épisodes, de nos épisodes actuels, et qui va taguer, tenter de débaucher des gens pour avoir de superbes interviews. Pour la suite, je laisse Thierry en parler. Merci Sylvain. Et de toute façon, bah, si cet épisode vous intéresse, si vous voulez en savoir plus nous concernant, le plus simple, c'est de vous rendre sur notre site internet www.auffaitc'estquoi.fr, puisque vous allez pouvoir retrouver les liens de notre podcast en fonction de votre application préférée, également le lien vers notre chaîne YouTube, notre compte X, anciennement Twitter, et notre page Facebook. Et puis, n'hésitez pas également à consulter les notes de l'épisode, parce que vous pourrez obtenir les liens vers notre page Buy Me a Coffee si vous souhaitez nous soutenir financièrement, et notre serveur Discord pour discuter entre vous et avec nous. Merci à tous et à plus dans le bus. À bientôt, salut!